Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission Les Échos du Pige. J'ai vraiment le plaisir de vous recevoir dans cette émission. C'est vrai que c'est une émission qui est vraiment extraordinaire. J'en prends beaucoup de plaisir et aussi avec bien sûr les membres du Pige qui sont ce soir en plateau. Ils sont au nombre de 4. Tout de suite, on va vous montrer de qui il s'agit. Avant de vous les présenter, je voudrais bien sûr lancer un big force, un bonsoir à l'ensemble des pigistes qui nous regardent ce soir. Je vous rappelle quand même que nous sommes une communauté de plus de 1000 personnes avec lesquelles effectivement nous essayons de travailler, nous essayons de discuter et d'apporter aussi effectivement quelques questions ou peut-être des réponses à des problématiques que nous rencontrons en Guadeloupe. Tout de suite, on va passer aux présentations donc, de notre premier invité. Bonsoir, Corinne. Bonsoir Daniel. Alors, Corinne Simodon-Abal, je suis chef d'entreprise et je suis fondatrice de la Maglo Assemblée. Donc je porte un projet de développement local et tout simplement je crée des chaussures et des sacs. Très bien. À vos côtés, Jocelyn Sabouti. Oui, Jocelyn Sabouti. Je suis un élu de la Guadeloupe, maire de Lamentin, président de la communauté d'Aglo. Je viens effectivement d'être présenté à une émission juste avant. Donc, et je suis l'invité des Échos du Pige. C'est quelque chose qu'on avait déjà programmé depuis longtemps. Et aujourd'hui, on peut le faire. C'est vrai que je fais partie des premières personnes et des premiers politiques à être sur le Pige et à s'exprimer largement sur le Pige. Et je remercie le Pige d'exister parce que je pense que si le Pige n'était pas là, ma voix n'aurait pas eu autant d'écho lors de la problématique des sargasses. Merci Jocelyn. Jean-Noël, bonsoir. Bonsoir Daniel. Un petit coucou avant à Eva et à une autre personne de cœur et qui se bat contre un cancer et dont je ne donne pas de nom, mais je lui fais un petit coucou. Voilà. Oui. Donc maintenant qui je suis gérant du cabinet Ocan. Donc vous appelez Jean-Noël Falga. Jean-Noël Falga, oui. Digino dans le Pige, exact. Le Pige, ouais. Et le cabinet que j'anime depuis 22 ans s'occupe d'accompagner et de coacher les entreprises dans leur modèle organisationnel, dans la santé au travail. Et aussi, parallèlement, je suis administrateur de la CAF et de la CGSS. Je suis aussi, et ça fait beaucoup, je sais, mais ne vous inquiétez pas, je vais aller vite, président de la Chambre régionale des professions libérales et le délégué du syndicat Outre-mer des consultants formateurs. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas entendre le mot Outre-mer et je les comprends tout à fait. Voilà. Et membre du Pige. Et membre du Pige, ah oui, là j'ai vraiment découvert quelque chose d'extraordinaire. On aura l'occasion d'en discuter. Avec David tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est beau ce qui se passe là. Thierry, bonsoir. Bonsoir Daniel, merci de m'avoir invité aux Échos du Pige. Thierry Benoît, artiste musicien. Je suis concepteur de pas mal de projets artistiques et culturels. Mon atout, c'est développer l'artistique et le culturel en Guadeloupe. C'est-à-dire donner une dimension à l'art sur notre île. Donc, je te remercie de m'avoir intégré à ce premier groupe du Pige, où j'ai rencontré pas mal d'amis et je croise pas mal d'amis aussi, de connaissances là-dessus, et que je trouve très intéressant dans les échanges, même si tout n'est pas dans mon domaine, mais je suis en Guadeloupe, et je pense que toutes les problématiques de chacun dans les domaines différents, c'est pour le bien de la Guadeloupe. Et je pense que tous nos échanges sur le Pige, tout le monde a un objectif, c'est que la Guadeloupe puisse fleurir encore davantage.
Merci Thierry. Alors, comme vous l'avez constaté, un nouveau format, mais que vous aurez quasiment dans toutes mes émissions, c'est le public. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette émission, c'est une émission populaire, et c'est vrai que si vous voulez bien sûr assister à cette émission, aucun souci, vous m'appelez, vous me téléphonez, vous cherchez à m'avoir. D'ailleurs, je donnerai mon numéro de téléphone pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore, et ceux et celles aussi, bien sûr, qui veulent intégrer le PIGE. Donc, ça me fera plaisir, bien sûr, de venir rejoindre cette famille. Alors, tout de suite, Corinne, Timodan, on va faire une petite revue de presse dans le PIGE. C'est vrai que, bon, ça bouge beaucoup. Qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine ? Alors, cette semaine, ce qui a retenu mon attention, c'est la préparation de l'arrivée du président Macron. Et puis, il y a eu d'autres sujets, mais c'est surtout celui-là qui m'a interpellée. On a des visions très différentes, et c'est ça qui est intéressant sur ce forum. Les visions très différentes qui s'entrechoquent, qui s'intercroisent, qui convergent. Et puis, au final, on arrive à avoir une position presque commune. Et à se poser la question de savoir... en gros, qu'est-il venu faire là? Donc on attend tous d'avoir cette réponse-là. Donc c'est ce qui a retenu mon attention. Et puis d'autres informations transversales qui sont passées concernant les prises de position du préfet, à l'arrêt quasiment de nos activités par rapport à l'arrivée de tempêtes tropicales ou d'ondes tropicales, ce que nous vivons chez nous assez simplement. Mais je pense que lui, il fait sa main, donc il essaie de nous protéger au maximum. Mais bon, en même temps, il y a beaucoup de questions d'organisation lorsque lui, il prend ce type de décision. Donc il y a cela qui a retenu mon attention. Et puis la formidable énergie qui se dégage des interactions. Donc qu'on soit d'accord ou pas d'accord, en tout cas, quand une problématique est posée ou quand quelqu'un cherche une réponse, en tout cas il y a d'autres gens qui répondent. On trouve des réponses. Donc voilà, en gros c'est ça. Alors je sais ça aussi, on sait que vous êtes un homme avec beaucoup d'activités, c'est vrai que pas beaucoup de temps, mais en même temps vous savez quand même vous donner du temps pour l'essentiel. Hein. Qu'est-ce qui a retenu votre attention justement cette semaine? C'est vrai que le temps manque. Ce matin, j'ai voulu poster quelque chose sur le PIGE et j'ai pas trouvé le temps de le faire. Non, c'est vrai. Ceci dit, bon, j'y vais régulièrement. Et cette semaine, c'est le débat sur l'abattement des 30%. Oui, qui m'a marqué. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'élu, en fait, le PIGE, c'est un forum qui me permet aussi de m'alimenter et de percevoir, de toucher un peu, je pourrais dire, du doigt les avis, les perceptions que tout un chacun qui compose le PIGE. Et c'est un public divers, diversifié, plusieurs catégories sociales, opinions politiques pas toujours convergentes, non, souvent des fois divergentes, mais c'est une bonne chose. C'est un lieu où la démocratie vit. Eh bien, oui, j'ai essayé de trouver effectivement les points de vue différents qu'il y avait sur cette question, sachant que moi, bien sûr, j'ai mon analyse, qui est une analyse d'élus, de techniciens, etc. Mais ce qui est bien, c'est que dans le PIGE, vous avez des gens qui ne sont pas forcément techniciens de tel ou tel domaine et qui vous permettent d'avoir l'opinion du public. Et c'est bon aussi pour le politique eh bien, d'avoir l'opinion du public et non pas seulement l'opinion de personnes avisées. Donc voilà. Et je me suis rendu compte que effectivement, et c'est là où je te rejoins, malgré les divergences, il y a des points de vue qui, je pourrais dire, se renforcent au fur et à mesure dans les débats, et on arrive à converger sur quelque chose qui domine. Et sur la question de l'abattement sur les 30%, j'ai vu que la majorité converge sur le fait que c'est un élément aujourd'hui favorable à l'économie de la Guadeloupe parce que, eh bien, ça
ça permet effectivement à une classe sociale qui a les possibilités de consommer et que la consommation, effectivement, participe aussi au développement de l'économie et que réduire cette capacité de consommation de certaines personnes, ce serait peut-être aussi porter atteinte à l'économie. Et c'est le point de vue qui a été le plus développé cette semaine concernant cet aspect la future ou pas disparition de cet abattement des 30%. Voilà. Merci José Sabotsi. Et vous, Jean-Noël Falga, qu'est-ce qu'il y a le chlordécone, parce que quelque part, on était là devant un serpent de mer extraordinaire. Ça bouge, c'est tant mieux. Par contre, beaucoup de difficultés sont encore devant nous, parce que c'est bien d'inscrire au tableau des maladies professionnelles le chlordécone, ok. Seulement, ce qu'on n'a pas, à mon avis, encore mesuré, c'est comment va-t-on d'abord accompagner ceux qui en seront victimes, parce que c'est un système qui va toucher les populations dans les années qui vont venir, et certaines maintenant. Et le monde agricole, de ce que moi j'ai pu comprendre, c'est un monde qui n'est pas très, entre guillemets, habitué à aller chez son médecin pour vérifier si ça, etc. Donc, ils sont même très difficile à aller déclarer quelque part que quelque chose ne va pas. Donc on a là des publics qui vont échapper tout naturellement au traitement futur de ces difficultés. Et moi je trouve que dans cette affaire-là, les syndicats auraient un rôle majeur à jouer pour vulgariser, sensibiliser et informer ces publics pour qu'ils puissent réellement comprendre qu'ils sont devant une situation. Parce que dans l'annonce qui a été faite, on nous a expliqué qu'on allait attendre jusqu'à mars les résultats des études. Enfin bon, on sait très bien ce que ça va donner. On n'est quand même pas... donc ça va, je le pense, une bonne fois valider cette affaire-là. Mais surtout, il faut que maintenant les Guadeloupéens et Guadeloupéennes puissent prendre conscience que il faut aussi que de leur côté, ceux qui sont vraiment dans des situations où il y a des interrogations, il faut qu'ils aillent au-devant de ces informations pour être sûr que quelque part ils ne sont pas atteints, ou s'ils le sont, qu'il y ait des prises en charge après qui puissent se mettre en place. Merci Jean-Noël. Et vous, Thierry Benoît? L'actualité de la semaine, c'était bien sûr tous nos problèmes d'intempéries, le choix du préfet, ce qui bouscule la vie de tous les citoyens de la Guadeloupe. Mais bon, on disait tout à l'heure qu'il se faisait la main. Bon, le gars, il a des responsabilités, donc il préfère se sauvegarder, se protéger lui. Il préfère prévenir que guérir. Donc on ne peut pas le blâmer là-dessus. Et bien sûr, ça c'était l'actualité, parce qu'on en a quand même eu pratiquement 2 en très peu de temps. Donc ça a un peu bousculé les écoles, etc., les parents, tout de suite, les chefs d'entreprise. Donc ça a un peu bousculé tout ça. Et j'ai vu aussi pas mal d'échanges sur, bien sûr, l'arrivée du président, tout ça. Donc, l'actualité du pays, c'était un peu ça, quoi. Donc, j'ai un peu suivi tout ça, quoi, là-dessus. Très bien. Moi, ce qui me concerne, ce qui m'a marqué, c'est un échange très vif aujourd'hui entre un infirmier du CHU et la ministre de la Santé. Et c'est vrai que dans cet échange, on arrive quand même à détecter un certain nombre de malaises. Je vous invite à regarder ce court extrait et on revient tout de suite pour débriefer là-dessus. Si vous voyez les conditions qu'on met les patients, mais oui, mais vous nous dites ça, mais ce qu'on a besoin de cas concrets tout de suite. On a besoin de brancards tout de suite. On a besoin de chaises roulantes tout de suite. Vous avez pris des, je suis d'accord avec vous, madame. Vous avez pris des décisions pour on va dire dans 5-6 ans, si tout va bien. Hein? Mais on a besoin de moments, on a besoin, madame, de matériel tout de suite pour travailler. Vous savez que maintenant, actuellement, nous passons à 140 patients par 24 heures. Travailler dans des conditions comme ça, madame, ce n'est plus possible. On a besoin de médecins, on a besoin de seniors, madame, pour encadrer les internes qui sont là. Ce n'est plus possible de travailler dans des conditions comme ça. Moi, je vous le dis en toute quiétude. C'est un métier que j'ai choisi, que j'ai aimé. Moi, j'arrive quasiment vers la fin. Mais ça me fait de la peine pour la génération qui va arriver maintenant. On a besoin... Alors, c'est vrai que bon... je ne sais pas ce que vous en pensez, Corinne Simondon, mais c'est vrai que bon, c'est très punchy. Hein. C'est toujours la question du temps.
comment on gère le temps entre le besoin et la mise en œuvre, l'arrivée des moyens. C'est désespérant en fait, parce que l'infirmier, il est au cœur de la réalité. Il sait ce dont il a besoin pour être optimal dans son travail, pour rendre le service public pour lequel il est rémunéré. Et il y a une forte frustration en réalité. Ce qu'il est en train de partager avec elle, c'est cette frustration-là. L'idéal pour la ministre, c'est de sortir son chéquier et de dire « je vous fais le chèque ». On sent qu'elle, si elle pouvait le faire, elle n'est pas en train de dire « c'est pas possible ». Elle connaît le temps aussi pour la mise en place de ce genre de choses. Je pense que on a l'impression que c'est un dialogue de sons, mais c'est un dialogue des souffrances que moi j'entends. Entre une ministre qui sait exactement ce qui se passe et un infirmier qui sait aussi lui exactement ce qui se passe, mais qui dit stop. Il dit voilà, moi je n'en peux plus et j'ai besoin que vous m'apportiez aujourd'hui, immédiatement des réponses. Mais il n'aura pas immédiatement des réponses parce qu'elle aussi, elle a des gens derrière qui lui disent bon, ça va arriver à tel moment, ça va être mis en place à tel moment, et elle est obligée de garder un certain sang-froid et même peut-être de sourire. Je suis pas en train de prendre position pour la ministre, hein, mais moi je vois un dialogue de souffrance. Voilà, moi j'ai besoin de ça. Moi je vous écoute, mais je peux pas aller plus vite que la musique parce que c'est comme ça. Comment on gère ça? Merci Corinne. Je sais ça vous dit. Quelle est votre perception quand vous voyez de telles images et ces échanges justement? Quand j'entends le discours de cet infirmier et que j'entends effectivement que la réponse que nous avons, c'est que nous sommes en train de construire un nouvel hôpital et que c'est plus de 500 millions d'euros comme l'État et que cette l'hôpital, on l'aura dans 5 ans. Je dis c'est une bonne chose, sauf que ça ne répond pas aujourd'hui aux besoins de la population guadeloupéenne. Le besoin de la population guadeloupéenne, ce n'est pas dans 5 ans, c'est maintenant. Ça veut dire que... C'est au quotidien même. C'est maintenant. Ça veut dire qu'il y a eu un temps où les choses n'ont pas été faites ou n'ont pas été faites correctement et il y a des responsabilités qui sont des responsabilités bien sûr collectives. Il faut que chacun prenne ses parts de responsabilité, mais ça nous ramène au fonctionnement, à la gestion et aux difficultés de l'hôpital en Guadeloupe et des hôpitaux de la Guadeloupe de manière générale, et de poser le problème de la santé en Guadeloupe de manière générale et des moyens de fonctionnement de la santé. Pourquoi je vous dis ça? Dans 5 ans, on aura un nouvel hôpital, d'accord? Mais est-ce que ce nouvel hôpital aura les moyens de fonctionner? Est-ce qu'on ne sera pas toujours en train, à l'intérieur de beaux bâtiments, de réclamer encore des déchets roulantes, des brancards, des pansements, des brancards, etc., des lits, voilà. Donc ça veut dire que, et là c'est peut-être le technicien qui parle, le politique, l'investissement c'est quelque chose, d'accord, mais le fonctionnement c'est encore autre chose. Donc aujourd'hui on répond à la question en matière d'investissement, mais il faut répondre à la question en matière de fonctionnement. Et répondre à la question en matière de fonctionnement, c'est depuis aujourd'hui. C'est pas dans 5 ans, c'est maintenant. Mais je sais pas, lorsqu'on entend cet infirmier presque en cri de détresse qui dit on n'a pas de brancard, on ne peut pas fonctionner, le quotidien pour nous c'est un calvaire, que ça ne fonctionne pas. On a presque l'impression qu'il est en train de nous dire que votre venue aujourd'hui, elle n'a pas de poids, on n'a pas de garantie dans l'avenir. Qu'est-ce qui nous prouve que demain, vous allez pouvoir répondre en fait à nos besoins au quotidien? Est-ce que c'est pas cela quelque part qu'il essaie de nous faire comprendre? Non, c'est une pensée générale. Oui. Déjà, il dit aujourd'hui, vous ne répondez pas à notre besoin. Voilà. Aujourd'hui, notre besoin, il est concret, il est réel. D'ailleurs, il dit le mot concret, il est concret. Parce que nous avons besoin de brancards, nous avons besoin de chaises, nous avons besoin de pansements, nous avons besoin de médicaments, et ça, nous ne l'avons pas.
il dit très concrètement, je ne peux pas faire mon travail aujourd'hui parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour travailler. Il y a un discours qui est celui du présent et de ce que vit ce praticien tous les jours, et un discours qui, lui, est installé pour l'avenir et le futur. Donc, en fait, il y a un dialogue dessous, là. On ne parle pas de la même chose. Voilà deux personnes qui discutent, mais en fait ne parlent pas de la même chose. Mais je retiens quelque chose, je rebondis sur ce qu'a dit Jocelyn tout à l'heure. Il parlait de réaliser l'hôpital, c'est une chose, et après le faire fonctionner. Mais désolé, Jocelyn, tu es un politicien. Je pense que ça, c'est vraiment la stratégie politicienne. Ça veut dire que ceux qui sont en place actuellement savent très bien qu'on va retenir qu'ils ont mis en place les 500 millions pour faire l'hôpital. Ils ont mis en place. Mais une fois qu'ils ne seront plus là, l'histoire de comment ça va fonctionner après, ce n'est pas eux, ce ne sera plus eux. Ils auront mis en place, on vous a donné l'hôpital, on a mis 500 millions là-dessus. On va retenir ça. Mais par la suite, personne ne prévoit, comme dirait Jocelyn, le fonctionnement, comment ça va fonctionner, on n'en parle pas. On parle de l'investissement qu'ils vont faire. Et la stratégie à mettre en œuvre pour le faire. Voilà. Non, mais là, je pense que les gens sont suffisamment professionnels pour pouvoir travailler sur ce genre de questions. Ils ne vont pas mais on regarde le résultat du CHU aujourd'hui. Non, le résultat du CHU, ils sont professionnels. Non, mais c'est autre chose, le résultat du CHU. Je vais pas rentrer dans ce type de débat. Je ne suis pas au pouvoir et je ne me permets pas de juger des gens qui ont pris des décisions. Nous, on est juste tributaires des conséquences des décisions qu'ils ont prises. Aujourd'hui, je me dis simplement que l'hôpital, de toute façon, va générer des revenus et que ces revenus serviront au fonctionnement de l'hôpital. Mais je me dis surtout qu'il manque un maillon dans cette chaîne humaine, dans cette chaîne-là. Aux États-Unis, on prend souvent l'exemple, les entreprises travaillent beaucoup sur des projets humanitaires, financent. C'est le principe ce qu'ils reçoivent, ils remettent aussi à la communauté. Et je pense que renvoyer tout le temps à l'État, ce n'est pas toujours une bonne chose. Et que si nous avions des entreprises beaucoup plus fortes, beaucoup plus charpentées, structurées financièrement, qui font du chiffre d'affaires, nous pourrions travailler aussi à maintenir et à développer des politiques publiques et à secourir les populations les plus défavorisées et ne pas laisser tout de suite, dès qu'il y a un souci, c'est l'État. C'est nous aussi, citoyens, qui devons investir dans cette vie-là, prendre la main et accompagner aussi les projets, quels qu'ils soient. Hein. Oui, mais est-ce que l'État est conscient justement de cet intérêt? Mais je ne sais pas si l'État est conscient. L'État est une entité. L'État n'est pas une personnalité. L'État est une entité au-dessus. Voilà. Je crois que cet appel à la prise de pouvoir de nous-mêmes, c'est vraiment, c'est peut-être naïf ce que je dis. Hein, c'est un petit peu utopique. Non, mais moi j'ai rêvé de quelque chose de très simple. Et je me suis fait taper sur les doigts à plusieurs reprises sur chaque chaussure ou sur chaque chose que je crée ou que je vends. Je sais que j'ai 1%, 5%, 10% qui est reversé à une fondation qui travaille sur le développement de l'éducation des jeunes filles, ne serait-ce que pour qu'elles maîtrisent mieux leur sexualité, leur contraception, que les jeunes garçons comprennent mieux aussi dans quel monde ils évoluent. Dès que j'ai commencé à travailler dans mon entreprise, avant même de recevoir ça, je me suis dit, mais comment je peux être utile à ma communauté? Je n'ai pas pensé à l'État. L'État fait son travail. Mais il y a toute une partie, vous avez l'impression qu'il y a un trou qui n'est pas comblé, qu'il manque quelque chose. On va, Jean-Noël, justement, oui, très rapidement, sur ce sujet, je rejoins beaucoup d'entre vous, mais je voudrais quand même mettre l'accent sur quelque chose. Aux Antilles, j'ai découvert une chose, c'est qu'on n'a pas la culture de la maintenance. Oui. Et donc, forcément, on se trouve devant ce que disait monsieur, on investit tant
et puis après, les autres doivent se débrouiller avec le fameux temps. Sauf que quand on n'a pas la culture de la maintenance, on fait ce qu'on a fait au niveau du CHU. Je vous rappelle que quand M. Berthelot a livré l'hôpital, il a livré l'hôpital avec l'ensemble des plans électriques et tout ce que vous voulez. Et quand l'hôpital s'est trouvé devant l'obligation à un moment donné de faire ce qu'on appelle de la maintenance curative, c'est-à-dire au premier niveau, dès qu'il y avait un petit problème, il fallait trouver une solution. Donc les plans, ma foi, ils sont partis chez les sous-traitants chez lesquels on avait signé les marchés. Et puis après, comme on n'a pas renouvelé forcément les marchés, les plans ont été conservés. Donc on n'avait plus de plans. On allait à l'aveugle sur un site comme ça. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait eu des accidents. Bon, déjà, ça c'est le premier point. Le second point, quand on est dans une notion telle que l'hôpital, mais bien d'autres organismes, on doit apprendre à gérer. Et là, ça pose problème aussi. Parce que la gestion, ça veut dire être en capacité à l'avance de budgéter différents postes. Or là, quand on est dans des systèmes qui, d'une année sur une autre, évoluent de 178% au niveau d'un poste, qu'est-ce que vous voulez gérer? Les impacts dans les trésoreries sont tels qu'on ne peut pas arriver à gérer. Troisième point, on l'entend à gauche, à droite, les rapports de la Cour des comptes en font état. Dans certaines dispositions, qui collectivité, qui ceci, qui cela, on a 3 à 4 fois plus d'emplois qu'il n'en faudrait. Donc la marge de manœuvre est donc forcément réduite. Même si on prend des emplois qui sont entre guillemets peu gradés et donc peu coûteux, mais c'est quand même du budget, ça, je suis désolé. Donc ce qu'on ne peut pas mettre à gauche, on ne peut pas le mettre à droite, c'est pas possible. Et ensuite, pour terminer, rapidement, parce qu'on faut qu'on fasse une page. L'angle d'attaque sur lequel, normalement, on devrait voir au sein de l'hôpital des choses se concrétiser, c'est le CHSCT. C'est lui qui aurait dû, dans un premier temps, au lieu de faire des espèces d'audits qui ne servent pas à grand-chose, ou d'analyses qui ne servent pas à grand-chose, mettre l'accent aujourd'hui sur la souffrance que Madame vient d'évoquer, parce que là, on est devant de réels risques professionnels. Et où ça est identifié, alors qu'on a eu des tas de rapports d'experts dans tous les sens pour nous expliquer les problématiques de respiration. On va rentrer dans le vif du sujet avec la visite donc, du président Macron, sans rentrer trop dans les détails, mais plutôt avoir une analyse sur la forme. Pourquoi cette venue? Et Corinne Thimaudan, est-ce que vous attendez quelque chose de cette venue? Mon travail de chef d'entreprise au quotidien m'éloigne de ce type de questions. Qu'est-ce que je pourrais attendre d'un président? Ce que je peux noter, c'est que c'est l'un des rares présidents à être venu aussi souvent nous rendre visite. Il va passer par Saint-Martin, ce qui est intéressant pour la population de Saint-Martin. Il relaie une information, comme disait monsieur Sapoti, depuis 8 mois, qu'on connaît déjà. Personnellement, moi, je n'attends pas grand-chose du président. Par contre, pour la collectivité, qu'il entende, d'après ce que j'ai cru comprendre, qu'il entende et qu'on puisse agir pour débloquer les dossiers qui préoccupent. Peut-être que ma réponse peut paraître particulière, mais c'est comme si on me demande qu'est-ce que j'attends de mon maire, qu'il gère la ville. Voilà. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron, justement, répond aux attentes des Guadeloupéens? Car on a l'impression, en fait, aujourd'hui, qu'il demande de plus en plus aux Guadeloupéens de se prendre en main. Oui. On a vu qu'il a été aussi, à la limite, d'être agressif à l'égard de nos politiques, de nos représentants, de nos élus, en disant qu'ils ne prenaient pas suffisamment leurs responsabilités et qu'ils devaient prendre nos responsabilités. On n'a pas l'impression, justement, aujourd'hui qu'il y a ce message où ce sont des éléments de langage qui sont mis en place? Je ne sais pas si ce sont des éléments de langage, mais l'atmosphère ambiante, de toute façon, chez les Guadeloupéens, c'est qu'ils se prennent en main. Les gens n'ont plus, en tout cas pour ceux que je côtoie, ils n'ont plus envie forcément d'attendre que l'État intervienne systématiquement dans tout. On veut développer ce territoire. Il faut atteindre une forme d'autonomie. Son appel à plus d'autonomie, je ne l'interprète pas comme un mépris ni comme quoi que ce soit, mais je crois qu'on n'avait pas besoin qu'il nous le répète aussi souvent pour comprendre qu'à un moment, si on veut décider de son avenir, il faut se prendre en main. On n'a pas le choix. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour l'État de se désengager? Car c'est vrai que
les problèmes de sargasses, c'est un peu aussi, et c'est la responsabilité de l'État. Bon, on l'a expliqué un peu sur le PIGE, sur les limites territoriales, et puis j'ai beaucoup lu ce qu'a dit M. Sapoti, c'était très intéressant. On se chamaille sur des choses qui sont convenues. On sait que les gens doivent faire leur job. L'État, s'il ne le fait pas, il a certainement ses raisons. Apparemment, dans 48 heures maintenant, les sargasses seront enlevés pour éviter les émanations qu'ils propagent. Donc, on attend de voir que ça soit fait. Si ce n'est pas fait maintenant, plan B. 48 heures. Plan B, je dis plan B, plan C, plan D. Est-ce qu'il faut attendre que les syndicats montent au créneau et demandent encore une fois appel à la grève générale ou des choses comme ça? Je pense qu'on n'est plus à ça. On a suffisamment de courage en nous, de persévérance, de possibilité de négociation pour pouvoir trouver des solutions. Notre problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. On peut dire ce qu'on veut. C'est toujours le nerf de la guerre. Vous pouvez anticiper sur un certain nombre de choses. S'il vous manque cette manne-là, on parle, bla, 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 bla. D'accord. Voilà. José Sapoti, sur la venue justement du président. Alors je sens qu'effectivement, quand vous bouillonnez, vous avez... J'ai préféré le laisser. Non, Daniel, je ne bouillonne pas. Simplement, je veux dire, le président, il ne nous a pas fait d'annonce nouvelle. Ce qu'on a entendu, ce sont des choses qu'on savait déjà. Par contre, que ça sorte de la bouche du président, ça engage l'État à son plus haut niveau. Ça, moi, je retiens ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, on le savait déjà, mais comme c'est lui qui l'a dit, donc pour moi, l'État s'est engagé au plus haut niveau. Donc, moi, en tant qu'homme politique, je retiens cette date-là, je retiens ce qu'il a dit, et si ce n'est pas fait, après-demain, je pourrais dire, le président avait dit, et ça n'a pas été fait, et ça a une force, et ça a une valeur. Ça, c'est important. Donc, ensuite, maintenant, j'ai entendu des choses très intéressantes là. J'ai écrit sur le PIGE, changer de paradigme. Je suppose que vous avez lu ça et ça a entraîné beaucoup de discussions. Ce matin, je voulais écrire la suite de changer de paradigme. Enfin, je l'ai déjà écrit. Je voulais le poster, mais je n'ai pas eu le temps. Mais ça viendra. Et je rejoins effectivement ce discours qui consiste à dire que nous devons apprendre à nous prendre en charge. Mais je dis attention. Quand nous disons nous prendre en charge, ça ne veut pas dire non plus adhérer au discours où l'État se désengage. Ce n'est pas la même chose. Se prendre en charge et vivre un désengagement de l'État, ce n'est pas la même chose. Parce que quand l'État vous dit prenez vos responsabilités, mais garde le pouvoir normatif, garde la tutelle, décide de ce que tu peux faire et de ce que tu ne peux pas faire. Oui, et décide surtout... On l'a connu avec la décentralisation, donc nous savons déjà ce qui va se passer. Non, si. On peut aller plus loin. Anticipe. On peut aller plus loin. Anticipe, puisqu'on sait déjà ce qui va se passer. Comment tu anticipes? Le pouvoir normatif est là. La tutelle s'exerce. Moi, je suis un maire. Quel article il fallait changer alors? Non, c'est pas une question d'article. En fait, c'est pas une question d'article. C'est pas une question de statut non plus. C'est une question de volonté politique. Ou peut-être. Non, c'est une question, tu l'as dit tout à l'heure, de compétences, de moyens et de pouvoir normatif. Et ça peut se faire dans le changement, comme ça peut se faire dans les statuts actuels qui le prévoient et qui le permettent. Mais je ne suis pas fermé sur ça. Le débat, pour moi, n'est pas là. Le débat est sur le contenu et non sur le contenant. Donc, on peut modifier le contenant, on peut faire machin, mais c'est le contenu. Voilà, le contenu. Voilà, exactement. C'est le contenu qui m'intéresse. Donc, là-dessus, il y a des choses à faire. David et moi, voilà, je n'écris pas beaucoup sur le PIGE parce que je n'ai pas le temps, mais j'ai un relais. Oui. David, c'est mon relais, puisque c'est mon directeur de cabinet. Ah oui, David, et bien David souvent, ce que David met, ce sont des choses sur lesquelles nous avons déjà travaillé, que lui relais, parce que moi, je n'ai pas toujours le temps. Et nous allons encore continuer à dynamiser le PIGE, à donner des idées, etc. Et je peux vous garantir, et tu verras, nous travaillons dans la piste
que tu viens d'évoquer là, effectivement, et qu'il y a beaucoup d'idées nouvelles, il y a beaucoup de propositions à venir. Donc, je n'ai pas le temps ce soir de tout développer, mais on aura l'occasion de le faire dans le pige. On développe sur le pays durable, on développe sur l'économie de la Guadeloupe, on souhaite avoir une économie adaptée et innovante. Sur la fiscalité. La fiscalité, c'est important. Exactement, on développe là-dessus, on a des idées, on a des propositions à faire. Et il y a des choses extraordinaires qu'on peut faire en Guadeloupe. Sur la question de l'eau, qu'on fait déjà. Sur la question de l'eau, je le disais chez Yves Boissé, je n'ai pas eu le temps de développer, je vais développer. On peut rendre l'eau en Guadeloupe, on peut gérer l'eau en Guadeloupe de manière vertueuse. Il y a des moyens pour le faire. Ça peut se faire. Donc il y a des solutions. Avant de donner la parole à Jean-Noël Falga, Jocelyn, est-ce que selon vous aujourd'hui, Philippe Gustin, le nouveau préfet, c'est vraiment, je dirais, l'homme de la situation? Parce que c'est vrai quand même que le préfet est le représentant de l'État, c'est lui quand même qui est en charge de mettre en place les procédures, de démarrer les procédures, la collaboration, il représente l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'homme de la situation qui permettra justement d'accélérer ou de mettre en place des processus qui permettraient justement d'aller dans le bon sens? Je ne pense pas qu'il y ait d'homme providentiel, mais moi qui suis un élu, et je le disais tout à l'heure, ma voisine me disait qu'est-ce que j'attends du président? Je disais qu'il m'écoute davantage. Pour l'instant, j'ai un préfet qui discute avec moi, qui m'invite, qui vient me voir, qui est déjà venu chez moi, qui discute, qui me demande mon avis, qui fait ses services venir chez moi, que quand je lui remonte quelque chose comme difficulté que je peux avoir, tout de suite derrière, il y a un relais avec les services qui nous invitent, on discute, même que ces services m'ont déjà reçu en disant monsieur le préfet nous a dit que le maire de la Montagne est très fâché, qu'il fallait le recevoir tout de suite parce que, voilà. Donc, oui, moi j'apprécie cette relation qu'il y a entre hommes. Ils ont même remarqué votre absence. Il a au-dessus de lui quand même un pouvoir politique. Ils ont même remarqué votre absence ce soir. Non, ce soir, je suis excusé et je me suis excusé parce que j'ai dit que j'étais chez toi. C'est gentil. Très gentil, merci. C'est très gentil, Jocelyn. Jean-Noël. Oui. Ta vision. Alors, moi, ma vision des choses est la suivante. Macron ou pas Macron, quand je suis arrivé aux Antilles il y a 40 ans, le grand sujet était le rattrapage économique. Ouais. D'accord ? Et donc, on a mis en place des outils qui se sont appelés les FSE, les FEDER, les fonds européens, la défiscalisation, etc., etc. Nous en sommes aujourd'hui à la 3e programmation, d'accord ? Ce que moi je remarque, c'est qu'on a effectivement rattrapé le consumérisme, mais on n'a toujours pas attrapé la singularité économique de la Guadeloupe depuis 40 ans. C'est ça que je remarque. Et moi, mon souci est le suivant aujourd'hui. C'est qu'à l'époque où les services de l'État, qui ont été tant décriés, DRIR et compagnie, ils géraient 360 dossiers par an qui étaient payés dans les 7 mois qui suivaient au niveau des aides financières que les chefs d'entreprise sollicitaient. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Et non seulement c'est plus ça, mais aujourd'hui, j'ai été surpris de voir sur le PIGE qu'on a à peine atteint 5,6% de l'enveloppe FEDER en termes de consommation des crédits. Donc moi, je suis vraiment dans cette affaire-là devant une situation qui est la suivante. Quel est le véritable problème ? Il y a une carence dans cette affaire d'accompagnement. Parce que c'est bien de dire aux gens, allez-y, foncez, prenez-vous en main, prenez-vous en charge. Mais comment accompagne-t-on des gens qui n'avaient pas forcément, parce que pour rappel, le conseil régional, par exemple, était habitué à faire de la prime à la création d'entreprises à l'époque de la présidente Lucette Michaud-Chevry, et tout d'un coup, il est passé à un stade plus pointu en termes de traitement de dossiers, puisque quand on fait de la défis, il faut quand même un peu maîtriser certains sujets. Donc, pour que tout d'un coup ça fonctionne plus, c'est bien qu'il y ait eu une carence de compétences, une carence d'accompagnement, et surtout aussi, quand j'entends effectivement, alors là pour le coup, M. Macron dire, bon, l'économie ça fonctionne quand il y a de la concurrence. Ah, magnifique ça. On est un tout petit pays de 400 000 consommateurs, mais allez hop, on y va. Bon, très bien. Et on va mettre en place les moyens de contrôle. Ce que j'oserais simplement dire, déjà que les moyens de contrôle en Guadeloupe, que sont les institutions traditionnelles que l'on connaît, on les a réduits pour des raisons de budget que tout le monde connaît.
Et donc, on ne sait vraiment pas comment tout ça va pouvoir vraiment se phagocyter, quoi. Donc moi, je vous cache pas que je suis très inquiet parce que je vois vraiment cette forme de récession économique. Les seuls qui fonctionnent aujourd'hui, ce sont les gens qui sont dans le domaine du BTP parce que quelque part, heureusement que Irma a donné un coup de main au passage. Hein, et c'est pour ça que quand j'entendais Vial Collet sur le pige dire « Ah oui, mais bon, le fait que... » on arrête les journées de travail parce qu'il y a des machins, ça nous coûte. J'ai presque envie, je lui ai dit sur le pige, mais combien ça nous a rapporté, Hugo, au niveau de la Guadeloupe? Donc ça nous a permis de mettre en place des entreprises qui aujourd'hui sont des entreprises qui tiennent, qui emploient, qui développent et qui ont utilisé tous ces outils. Donc oui, il faut se poser des véritables questions, il faut vraiment la discuter ferme pour pouvoir se dire ok, on peut avancer, mais il faut qu'on ait vraiment de l'accompagnement, il faut qu'on ait aussi des moyens dans certaines directions qui soient là. Sinon, c'est de la poudre aux yeux. Et là, on va droit dans le mur. Et vous, Thierry, pour rejoindre mes deux autres amis, Corinne et M. Sapoti et Jocelyn, il y a quelque chose que j'aimerais savoir, que je poserai à Jocelyn, qui est plus un politicien. Dans nos îles voisines, ils ont les mêmes problèmes que nous pour les sargasses. Nos îles voisines, en majorité, elles sont indépendantes. Un tiers indépendant. D'accord. Ensuite, ok. Donc, ils ont les mêmes problèmes actuellement de ces sargasses qu'il faut gérer. Ils vivent à pratiquement 80% du tourisme. Et cette remarque, j'étais surpris. Je discutais avec un restaurateur de la marina qui me disait que la marina de la Guadeloupe est la marina qui génère le plus gros chiffre d'affaires de la Caraïbe. Attendez, mais vu comme ça, dit comme ça, j'étais étonné. Tout confondu, restauration, bateau, enfin... Tout confondu, elle génère plus de chiffre d'affaires que les marinas de la Caraïbe. Ce qui est normal, il m'explique. Ce qui est normal, puisque en Guadeloupe, on est une société de consommation et on a les moyens, entre parenthèses, de consommer. C'est vrai. Les locaux ont les moyens de consommer toute l'année dans ces restaurants, dans ces infrastructures à la marina. Donc, eux, ils fonctionnent toute l'année. Tandis que dans les îles de la Caraïbe, ils fonctionnent saisonniers. Parce que les locaux n'ont pas les moyens d'aller dans ces restaurants-là. Donc, comment se fait-il qu'on ait une marina qui fonctionne, on a ci qui fonctionne, on a des moyens, on est français, on est européen, le problème des sargasses et tout autre problème, on n'arrive pas à trouver une solution pour une question de budget ou d'argent, ou etc. Et on vit aussi du tourisme ici. Dans la Caraïbe, ils vivent du tourisme, ils en ont besoin, c'est vital. Ils se battent pour trouver des solutions. Je rejoins Corinne qui dit il faut se prendre en charge, il faut trouver des solutions. Je rejoins aussi Sapoti qui dit oui, l'État dit prenez vos responsabilités. Le président dit à tous nos politiciens locaux prenez vos responsabilités, agissez plus, faites plus de choses en interne. Mais comme dit M. Sapoti, l'État demande ça, mais il ne te donne pas les mains libres pour le faire. Il contrôle tout. Tu ne peux pas prendre de décision de quoi que ce soit. Donc, mais c'est encore à nos politiques de prendre la décision de demander à l'État, libérez-nous, qu'on puisse faire tout ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il faut demander à l'État la permission de vous libérer? Ah non, mais ça c'est des... Moi, c'est ma question. Oui, il faut demander à l'État. De toute manière, on dépend de la France. Mais bien sûr. Donc il faudra demander à l'État. Mais bien sûr. Tu ne peux rien faire sans demander à l'État. Je ne sais pas. Mais bien sûr. Je ne sais pas. Je suis un pouvoir régalien. Si je peux demander à quelqu'un... Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ce soir, il m'a raconté une anecdote et il m'a dit qu'il voulait être son propre patron et qu'il a demandé à quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, il a dit ça à quelqu'un. Et quand il me l'a dit, j'ai eu l'impression qu'il demandait l'autorisation. Est-ce qu'il peut le faire? Dans mon activité, j'ai aussi souvent cette impression de devoir demander des autorisations pour pouvoir avancer. Je crois que la liberté
ça se négocie pas. Ouais, mais le système. Est-ce que nous ne devons pas faire. Est-ce que nous ne devons pas faire peut-être plus. Alors non, mais Corinne, là, nous sommes en politique. Oui, toi, tu es là pour. C'est pas la même chose. Toi, tu es là pour arrondir. Non, je n'arrondis pas. Non, je dis les choses. Non, je ne suis pas diplomate. Non, toi, oui, d'accord. Nous sommes en politique où les choses sont normées. Oui, les choses sont normées, où il y a des textes qui nous régissent, où les compétences sont normées. Un maire qui sort de sa compétence peut être attaqué par l'État. Mais ça dépend. Ben oui, il peut être attaqué par l'État parce que... Il n'a pas respecté, c'est non. Parce qu'il a fait un excès de pouvoir, il est sorti de sa zone de compétence, il a cru qu'il pouvait faire, il ne pouvait pas faire parce que... Attention, on ne fait pas n'importe quoi. Avec l'État français. Avec l'État français, nous sommes dans un État de droit. Je suis d'accord nous sommes dans un État de droit. Avec des gens qui marchent de travers. Oui, mais voilà, dans un État de droit avec des gens qui marchent de travers. L'esprit de la loi et la loi. L'esprit de la loi. Mais ce que je veux dire à Justin, c'est que si tous les maires, comme tu dis, vous remarquez qu'il y a telle problématique sur tel sujet et que vous décidez ensemble de casse-code et de le faire et de prendre la responsabilité de passer outre. Vous êtes plusieurs, vous n'êtes pas seuls. Et que cette décision-là fait du bien à la communauté, que vous voyez que ça fait du bien à la communauté. On prend tous le risque. Tu as dit un mot fort, casse-code. Un maire ne peut pas casse-code. Oui, mais ça, c'est mais c'est clair. Si tu veux casse-code... On est sur le pige, là. Voilà. Hein? Si tu veux casse-code, tu ne te mets pas maire. Si tu veux casse-code, tu ne te mets pas maire, tu vas faire autre chose, tu vas dans la rue, tu fais la révolution. Non, mais vous pouvez faire la... Mais casse-code, tu fais la révolution. Si tu veux être maire, tu négocies, et le mot est à sa place, tu négocies les évolutions. Tu négocies les évolutions parce que tu estimes... Avec diplomatie. Et tu innoves. Mais bien sûr. Et tu innoves. Mais il faut innover. Ah ben bien sûr. Ou quoi casse-code en gens aussi. Non, tu peux pas. C'est pas la même chose. Oui. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire preuve d'audace? C'est pas la même chose. Non, mais quand je dis casse-code, il a très bien compris ce que je veux dire. Parce que quand il va innover, quand ils vont innover, ils vont apporter un changement tout doucement au paradigme ambiant. Mais j'ai compris qu'en fait, l'union fait la force. L'union fait la force. Ce que je voulais aussi voir avec vous, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la venue du président de la République en Guadeloupe, c'est une opération de communication? Ah ben, c'est clair. Oui, mais tous les politiques font ça. C'est clair. Je suis désolée, mais on ne va pas avoir la langue de bois. Et dans quel intérêt? Moi, je ne suis pas devin. Je ne suis pas persuadé. Justin, vous qui êtes plus au fait de la politique. Oui, la communication est importante, mais quand c'est la com pour la com, là c'est plus intéressant. Donc, très franchement, là, c'est vrai que l'opération aujourd'hui faite par le président, c'est une opération, bien sûr, de communication, mais ce n'est pas le fait que ce soit une opération de communication qui me pose problème. Parce que c'est normal qu'il fasse de la communication. Ce qui aujourd'hui me gêne un peu, c'est que j'entends des choses que j'avais déjà entendues. Bah oui. Voilà, c'est ça. Tu es exactement comme l'infirmier qui parlait tout à l'heure. Voilà, j'entends des choses. Tout de suite là. Maintenant. Mais c'est l'agir. Voilà. Une fois, donc c'est ça mon problème. Alors, donc voilà. Mais justement, si vous avez... le débat est très intéressant. Justement, par rapport justement à sa venue, puisque bon, il est encore là jusqu'à demain. Si vous avez justement un message à lui faire passer ce soir au président de la République, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Alors, je lui dirais que les services de l'État qui sont en place aujourd'hui puissent travailler davantage en concertation avec les forces de la Guadeloupe, notamment les politiques, mais aussi les socioprofessionnels, et qu'au lieu de prendre les décisions à Paris et de décider, qu'on prenne plus de décisions qui sont des décisions qui partiraient de la base et qui monteraient vers le sommet, au lieu que ce soit le sommet qui prenne des décisions et qui redescende vers la base systématiquement, de manière un peu autoritaire et rapide et sans préparation. C'est ce que moi je vis en tant qu'élu. Je vis des décisions qui sont prises de manière autoritaire. Bon, il a l'autorité, il a le pouvoir, il a la légitimité pour le faire, mais sans préparation, sans concertation, sans discussion.
Et ça, on le vit très mal. Et on a vu ça sur plusieurs sujets aujourd'hui. Et la Guadeloupe en souffre. Et la situation est en train de se dégrader aujourd'hui en Guadeloupe. Vous l'avez dit, il y a une souffrance terrible partout aujourd'hui en Guadeloupe. La situation se dégrade. Et se dégrade tout simplement parce que les questions essentielles, qui sont les questions du chômage, parce qu'on en parle beaucoup de choses là, mais moi, la question essentielle qui me concerne, c'est le chômage. On a un chômage aujourd'hui, toujours à 2 chiffres. Nos jeunes aussi. Les jeunes, n'en parlons pas, c'est plus de 50%, 24% de la population. En France, quand il y a 10% de chômeurs, tout le monde crie. Aujourd'hui, on est à 24% en Guadeloupe. C'est quand même problématique. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait des emplois pérennes? Je suis pour l'emploi marchand. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut créer des entreprises. Il faut permettre à ce pays-là d'avoir... Mais il faut consolider les entreprises. Parce oui, il y en a beaucoup qui secrets et qui meurent. Il faut consolider les et les accompagner. Il y en a beaucoup secrets et qui meurent. Mais il faut bien comprendre que, encore une fois, c'est une question de temps. Le temps que vous trouviez votre marché, le temps que vous mettiez en place. C'est ce qu'on a dit au début, c'est comme l'hôpital, ils vont mettre les 500 millions et après faire fonctionner. C'est ça, c'est pareil. Qu'il faut mettre en place, c'est très compliqué, ça prend du temps. Et les gens qui sont autour n'attendent pas, il faut tout de suite rendre. Voilà. Donc on a besoin de respiration. Mais il y a un dispositif, on parlait de la Caraïbe tout à l'heure, etc. Il y a un dispositif et un arsenal juridique qui existe aujourd'hui en Guadeloupe, on n'a pas le temps, je ne peux pas détailler, qui n'est pas adapté à la situation de la Guadeloupe, au contexte économique de la Guadeloupe, au contexte géographique de la Guadeloupe, pour permettre à nos entreprises de se développer, pour permettre à nos entreprises aujourd'hui de créer de l'emploi, d'aller vers des marchés une volonté politique. Une volonté politique. Je pense pas qu'il faut toujours, encore une fois, je me fais peut-être... Puisque tout est réglementaire. Voilà, oui, c'est réglementaire. Nos politiques sont le relais avec l'État. On est d'accord. Mais il y a quand même pas mal de choses à faire sur le terrain. Ne serait-ce que quand tu montes ton entreprise, tu dois créer un marché, aller chercher des marchés à l'extérieur. Il faut arriver à sortir de la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est un tremplin. Vous êtes installé là, mais vous avez tout le digital, tout l'Internet qui vous permet d'aller toucher des populations. Si vous êtes dans une démarche, une logique de création d'entreprise, de pérenniser, vous devez penser au développement de votre chiffre d'affaires. C'est pas possible de vous dire que vous êtes sur le territoire de la Guadeloupe. Quand vous pensez votre créa, votre produit, c'est d'accord pour votre territoire, mais vous devez viser aussi à toucher des clientèles qui sont à l'extérieur. Si c'était si facile, toutes les entreprises le feraient. C'est pas facile, mais je parle pas de ça parce que je pense que c'est facile. Je suis en plein dedans et je vais être claire, je m'en prends plein la gueule. Donc je sais que ce n'est pas facile. Je dis simplement que je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort. Je sais qu'il y a des solutions qu'on peut mettre en œuvre. La volonté politique, je ne crois pas que ce soit la responsabilité simplement des élus. Il y a aussi les citoyens, il y a les chefs d'entreprise. On a des contraintes, mais on peut sortir aussi de ces contraintes si les gens, ils veulent. Quand les gens décident que ça ne va pas fonctionner, eh bien, ça ne fonctionne pas. Il suffit qu'il y ait une personne qui a du pouvoir et qui dit « ça, je veux que ça fonctionne » et vous verrez que ça va fonctionner. Jean-Noël ? Oui, très rapidement, une chose qui me paraît quand même importante pour faire évoluer le logiciel. Vous avez tous eu affaire avec ces espèces de plateformes que vous appeliez à la CAF, que vous appeliez à la BDF, oui, ou je ne sais trop quoi, avec combien de numéros qu'il faut faire pour avoir un interlocuteur. Vous ne l'avez jamais au bout du fil. Tout le monde en a vraiment marre de ces situations-là. Pour moi, aujourd'hui, ce qu'il faut faire évoluer la relation de la satisfaction du client. En Guadeloupe, il faut comprendre qu'on est entré dans une nouvelle ère et donc il faut absolument mettre le client, même si c'est un patient, il faut le mettre au centre de l'activité de l'entreprise. Il faut le respecter. Il faut qu'on puisse l'entendre quand il a effectivement à exprimer une réclamation ou un besoin et pas passer par des plateformes avec des gens qui parlent tout juste le français pour pouvoir essayer de trier les choses. Ensuite, une fois qu'on a entendu le client, il faut en face apporter des réponses et pas se moquer de lui parce qu'on gagne de l'argent facilement avec des clients et puis derrière on fait autre chose, on fait auto, moto, bateau. Non, moi je crois que si on veut pérenniser vraiment
la culture et la singularité de nos îles dans leur cadre économique. Et je rappelle à ce sujet, monsieur, que la marina avait été entièrement financée par les fonds de défiscalisation en grande partie, et même avec des détournements inimaginables à l'époque. Oui, c'est une mine d'information. Il faut qu'on change le logiciel. Il faut qu'on change le logiciel. Il faut qu'on comprenne qu'une activité comme celle de madame qu'elle vient d'exprimer en tant que chef d'entreprise, et tous ceux qui sont actifs, ce sont des responsabilités, ce sont des engagements, et les modes opérationnels, à partir du moment où ils sont ajustés par rapport à l'exigence du client et à l'attente du client, permettent de limiter les dysfonctionnements des entreprises et permettent l'enrichissement des entreprises. Il faut bien comprendre, quand j'entends tout à l'heure dire qu'on n'a pas d'argent en Guadeloupe, commençons déjà par limiter les dysfonctionnements des entreprises et vous verrez qu'on trouve de l'argent. Très bien. On va juste prendre un appel, si vous le permettez, et après on va faire un tour de table pour la conclusion. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, vous écoute. Soyez très court, puisqu'on n'avait pas prévu de prendre d'appel ce soir. Mais comme vous avez beaucoup insisté, donc on va vous... Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Ah ben, je suis très court. Je suis très court. Allez-y, allez-y, monsieur. Allez-y. Juste un petit point. Allô? Oui, allez-y, soyez très court, monsieur. Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Bon, manifestement, il y a un petit souci. Allô? Allô? Vous entendez là? Oui, oui, on vous entend, allez-y, monsieur. Allô? Bon, on a essayé, mais ça ne passe pas. On va faire un tour de table. On va faire un petit tour de table pour conclure. Corinne, si vous avez un message à faire passer ce soir, donc à l'ensemble de la Guadeloupe et aux membres du PIGE qui nous regardent, allez-y. Je dirais simplement qu'il faut tenir bon. Je ne cesserai de répéter qu'il faut croire en soi, tenter de se réajuster quand on le peut, voir aussi loin que possible, mais avancer pas à pas. Il faut toujours ménager sa monture, chose que je n'ai pas toujours su faire. Et être solidaire, les uns envers les autres. Je crois que c'est très important. Être solidaire. Voilà. Mais je n'ai pas de message à faire passer au président Macron. Merci beaucoup, Corinne. José Zaboti. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est premièrement, te remercier, Daniel, d'avoir créé cet espace d'échange, de discussion et de démocratie. J'ai une petite proposition à te faire ce soir. Hors antenne. Pour faire évoluer la chose. Tout simplement, parce qu'il y a un point fort dans le PIGE que vous n'avez pas peut-être et que nous n'avons pas souligné. C'est un espace qui est quand même sur les réseaux, qui est sur un réseau social. Et ce que je déteste sur les réseaux sociaux, ce sont les gens qui se cachent derrière l'anonymat pour dire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas ça sur le PIGE. Sur le PIGE, on a un visage découvert. Et ça, c'est une bonne chose. On sait qui parle, qui est derrière sa parole, et celui qui parle prend ses responsabilités. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille encore plus loin, et ça permettrait aux gens de mieux se connaître. Eh bien, qu'on s'habitue sur le PIGE à faire des petites vidéos quand on intervient, très courtes, et qu'on puisse se voir. C'est une très bonne idée. Qu'on puisse se voir, et ça aurait plus de chaleur dans l'échange, mais qu'on apprenne à faire de courtes vidéos, de 2 minutes, 3 minutes, pas plus. C'est long, 2 minutes. Quelques secondes. Quelques secondes. Pour faire passer des messages et pour qu'on puisse mettre des visages derrière les noms qu'on voit. Parce que souvent, les noms, on les connaît, mais les visages, on ne les connaît pas tous. Donc ça créerait plus de chaleur, plus d'amitié, plus d'échanges dans la famille, et la famille se sentirait plus solidaire. Cette famille du PIGE que je trouve extraordinaire, même s'il y a des divergences de point de vue entre nous. Et heureusement qu'il y en a entre nous, ça crée le débat. Et pour continuer, je rejoins ce que
Thierry a dit, nous devons regarder autour de nous dans les pays de la Caraïbe, nos frères de la Caraïbe, un peu ce qui se passe. Ne croyons pas que nous sommes supérieurs. N'ayons pas ce complexe de supériorité. En regardant ce qui se passe chez nos frères de la Caraïbe, on pourrait peut-être tirer quelques leçons et trouver des applications qu'on pourrait mettre en place en Guadeloupe. Et je rejoins encore Thierry sur quelque chose que Thierry a annoncé. Il y a de l'argent qui circule en Guadeloupe. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'étais directeur dans une grande entreprise. Je ne vais pas nommer le nom, mais ceux qui savent... on peut la citer. Non, je ne vais pas la citer parce que je ne suis pas autorisé. Puis pour l'instant, je n'y travaille pas. Pour l'instant, je me suis détaché un peu de l'entreprise puisque je fais de la politique, etc. Le bureau qu'on avait à Jarry était le bureau de France qui produisait le plus gros chiffre d'affaires. Jarry. Guadeloupe. Celui qui produisait le plus gros chiffre d'affaires de la France. Vous comprenez bien ce que je vous dis. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui circule en Guadeloupe. Maintenant, c'est comment mobiliser cet argent-là avec l'arsenal juridique, avec l'encadrement normatif qu'il faut pour pouvoir développer notre économie. Et je vais m'arrêter là pour dire juste quelque chose. Tu as créé ton entreprise. Moi aussi, j'ai été créateur d'entreprise et j'ai créé une petite entreprise aussi il y a quelques temps de ça. Ma grosse surprise était, avant de faire 1 euro de chiffre d'affaires, j'avais déjà reçu le RSI. D'accord. Comprenez ce que ça veut dire. Il n'y a pas que le RSI, mais au-delà. Merci beaucoup. Il y a plein d'autres ça décourage beaucoup. Ça décourage, exactement. Énormément. C'est un exemple que je donne. C'est une chose qu'il faut faire évoluer. C'est pas le RSI qui m'a Jean-Noël, merci beaucoup Justin. Jean-Noël. Déjà, merci beaucoup pour la création du PIGE et ces échanges merveilleux que je vis avec. Et je réitère ce que je t'avais dit un jour, trouver le moyen quelquefois de pouvoir mémoriser et tracer les échanges qu'il y a, parce qu'il y a vraiment des fois des pages d'histoire extraordinaires. Maintenant, j'ai un petit message à faire passer aux différentes personnes qui nous entendent, c'est-à-dire demain, à 19h, nous avons notre Assemblée Générale au Gosier, couleur citoyenne au rond-point de Saint-Félix. Donc tous ceux qui sont dans le côté PAG du PIGE, c'est-à-dire Action Guadeloupe, sont les bienvenus. Merci beaucoup Jean-Noël. Je t'en prie. Alors, moi, pour rebondir sur tout ce que tout le monde a dit, déjà je te remercie Daniel pour faire partie du PIGE et d'avoir créé cet espace qui est, je trouve, magnifique et qui on ne se rend pas compte. Justin a apporté une amélioration, mais c'est une amélioration qui fait partie de notre quotidien. Tout ce dont on parle, je trouve, à mon petit niveau, il y a quelque chose de tellement simple. La population fait-elle confiance à ses propres politiciens? Et avec les années, je pense qu'ils ont perdu confiance en leurs propres politiciens, en leurs propres compatriotes guadeloupéens. Ce qui est différent avec les îles de la Caraïbe, où il y a aussi beaucoup de tout ce qu'on sait. Mais malgré tout, ils ont une telle uniformité ensemble, qu'ils sont forts ensemble pour travailler sur leur île. Tandis que nous, on n'est pas forts ensemble. Et c'est là notre problème. Commençons par être forts ensemble avec notre voisin de palier, notre voisin de terrain, notre frère. Commençons à croire en nous, ce que Corinne disait, croire en nous, mais croyons en notre famille, croyons en nous Guadeloupéens, croyons en nous Guadeloupéens. Je ne parle pas de nous Français, croyons en nous sur l'île. Et à partir de là, nous chaque monter en marche et on va construire cette fameuse Guadeloupe. Parce qu'on peut la faire. On la construit déjà au quotidien. En tout cas, merci Thierry. Je peux juste dire un petit truc. Oui, vas-y, mon petit coup de cœur que j'ai eu sur le PIGE. Moi, le PIGE cette semaine, c'est Max Mathias. Voilà, petit coup de cœur parce qu'il a été vraiment courageux et il nous a fait part de ce qu'il vivait. De sa souffrance au travail, en fait. Hein. Voilà. C'est pas de la moquerie. Hein. Franchement, je l'ai découvert. Je vais le suivre, je vais regarder ce qu'il fait, ce qu'il propose, ce qu'il dit. M'intéresser vraiment à son parcours parce que ça a l'air d'être assez palpitant.
Merci beaucoup Corinne, merci Jocelyn, merci Jean-Noël, merci Thierry, merci aussi au public. Merci. Merci aussi à vous qui nous avez regardés pendant cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec notre émission Les Échos du Pige. Je vous souhaite, messieurs, de passer une très bonne soirée sur les antennes de Canal 10. À très bientôt. Dans la boîte.